Alors beaucoup se demandent comment un petit pays comme le Rwanda, dont la superficie n'est même pas celle de Kinshasa, peut-il ainsi mener la vie dure au Grand Congo démocratique, dont la superficie est supérieure à celle de l'Union européenne. C'est le grand paradoxe. Pourquoi un pays comme la République démocratique du Congo, riche en ressources, est-il incapable de pacifier son territoire? Comment expliquer que le Rwanda et l'Ouganda, des nations bien plus petites, parviennent à maintenir une instabilité chronique à l'est du Congo depuis des décennies? Derrière ces questions se cache une réalité brutale, le pillage organisé des richesses congolaises. Officiellement, Kigali et Kampala justifient leur présence par des impératifs sécuritaires, accusant la RDC d'héberger des groupes rebelles menaçant leur stabilité. Mais en réalité, cette guerre est avant tout économique. Coltan, or, cobalt, ces minerais stratégiques quittent illégalement le sol congolais pour être exportés sous label rwandais ou ougandais, avec la complicité silencieuse de la communauté internationale. Pendant ce temps, des millions de Congolais sont massacrés, déplacés ou réduits à l'esclavage dans des mines artisanales. Et malgré les condamnations de façade, rien ne change. Le M23, soutenu par le Rwanda, continue d'avancer, et la RDC, malgré son immense territoire et ses ressources, peine à résister. Dans cette chronique, Alain Foka décrypte le rôle stratégique du Rwanda et de l'Ouganda dans ce conflit. Quels sont les véritables intérêts de Paul Kagame et Yoweri Museveni? Pourquoi les puissances occidentales ferment-elles les yeux? Et surtout, comment sortir de cette spirale infernale? C'est ce que nous allons voir ensemble. Le Rwanda, ce n'est pas une puissance, ni nucléaire, ni militaire. C'est puisque tout simplement, le Congo se trouve dans un état de faiblesse, un chaos organisé depuis 3 décennies. Ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda, c'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? L'armée rwandaise ne pourrait pas se permettre ça sans le soutien de l'impérialisme américain, sans le soutien des États-Unis d'Amérique. C'est impossible, vous le savez. Vous le savez, vous regardez, parce que vous le savez, un petit pays comme ça ne peut pas intervenir chez son voisin sans un appui occidental important. À la vérité, Kigali, pour des raisons que nous avons évoquées un peu plus tôt, bénéficie d'un soutien quasi aveugle de la communauté internationale qui manifestement préfère dealer avec Paul Kagame qu'avec Kinshasa. Paul Kagame, sous ses airs austères, méthodiques et déterminés, sait y faire. C'est ce qu'on va enfin soutenir le peuple congolais. Soutenir dans l'intégrité territoriale de ce pays. Ne pas appliquer le 2 poids 2 mesures. Quand ça nous arrange, on ferme les yeux parce qu'il y a de l'argent. Et quand ça ne nous arrange pas, on intervient aussi parce que là aussi il y a de l'argent. Les droits humains, ce n'est pas une géométrie variable. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les 2 pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. If we fail to respond decisively, we will not only betray the people of Congo, but also weaken Europe's own strategic interests. Jusqu'à quand le Rwanda continuera-t-il d'abuser votre respect et de votre autorité? Je relaye et je fais au nom de 95 parlements francophones l'appel solennel à ce qu'il y ait des sanctions. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda et contre le Rwanda. Ce serait son honneur. Vous aurez remarqué la réticence des grandes puissances européennes, notamment à prendre les sanctions contre le régime de Kigali. Le tout n'est pas de condamner du bout des lèvres, c'est d'adopter des mesures pour mettre fin à cette agression. On en est loin pour le moment. Il aura suffi que la Russie franchisse la frontière de l'Ukraine pour que les grandes puissances sortent la grosse artillerie pour voler au secours de l'Ukraine. Qu'elles déploient toutes les stratégies pour calmer les ardeurs de Moscou.
Dans le Financial Times, l'expert Jason Stearns est clair. Cette guerre pourrait se terminer relativement rapidement. Il rappelle qu'en 2012, en fait, le M23 avait été battu. Et ce n'était pas seulement à cause de l'action de l'armée congolaise et de ses alliés du Sud qui avaient battu militairement le M23. C'est aussi parce que les soutiens internationaux du régime rwandais avaient suspendu son financement. Et que donc, eux, ils avaient dit, voilà, à cause du rôle que vous jouez au Congo, ben on ne va plus vous financer. Barack Obama avait appelé Kagame pour lui dire d'arrêter le M23. En d'autres mots, si l'Occident aujourd'hui ne sponsorisait pas cette guerre, elle pourrait prendre fin très rapidement. Et on aurait pu éviter déjà beaucoup de ces morts, beaucoup de ces victimes innocentes aujourd'hui en Congo. On est loin de cette option qui consisterait à voler au secours de la RDC. The situation in the Democratic Republic of the Congo is getting worse. Even though President John Lorenzo has been mediating the conflict between Rwanda and the Democratic Republic of the Congo because he wants to bring peace and stability, the situation is really bad right now. I want to hear from Ms. President if you have any plan in the future to bring peace in the Democratic Republic of the Congo. You're asking me a question about Rwanda, and it is a very serious problem, I agree, but I don't think it's appropriate right now to talk about it, but it is a very serious problem. Le président américain préfère ainsi botter en touche. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Il préfère prioriser dans le même temps sur le projet de son ami Elon Musk, qui l'a convaincu de mettre la pression sur l'Afrique du Sud afin qu'on remette des terres aux fermiers blancs d'Afrique du Sud, dont est originaire le patron de X, l'homme le plus riche du monde, nostalgique de la période de l'apartheid. On met aussitôt en toute absurdité l'Afrique du Sud sous sanctions américaines. La question congolaise, pendant ce temps, est superbement ignorée. Ceci illustre l'injustice dont est victime le Congo sur ce coup de ses richesses. C'est difficile pour moi, qui ne crois pas à la malédiction du sous-sol, de voir à quel point cela peut par moments représenter une réelle source d'instabilité. Tellement d'indices laissent voir qu'une RDC stable et pacifiée n'est pas la priorité des grandes puissances occidentales. La guerre, les massacres, la déstabilisation à l'est du Congo arrangent bien ceux qui veulent voler les richesses naturelles, les matières premières du Congo. Pour des minerais, monsieur le ministre, oui, vous m'avez bien entendu. Pour que nous puissions rouler dans nos belles voitures électriques, pour que nous puissions utiliser nos smartphones. Il y en a qui rêvent d'occuper durablement l'est du Congo en coupant le Congo en petits bouts. C'est ce qu'on appelle communément la balkanisation, pour mieux voler les richesses et les ressources du Congo au profit des multinationales occidentales. Les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. We should grow, we should work with each other, we should work together to fulfill this dream of our continent. I was born here, I grew up in Uganda, my wife was born in Burundi, we met in Kenya, and we are here. So, Africans, that's who we are. We are brothers, we are sisters. We are each other. I am you, you are me. Mais comment le chantre du panafricanisme, celui qui mettait en place la ZLECAf, la zone de libre-échange économique, qui a supprimé les visas pour les Africains venant au Rwanda, qui à toute occasion dénoncé l'attitude impérialiste de l'Occident, est-il devenu leur serviteur dans cette sous-région? Comment est-il devenu celui qui signe des contrats avec l'Union européenne pour piller son voisin et fragiliser l'Afrique? Comment celui qui a placé le Rwanda sur la carte du monde est-il devenu le porte-flingue des Européens, menant des guerres pour eux par procuration sur son continent? En Centrafrique, où il tient en respect le président Touadéra, et au Mozambique, où il combat à grands frais les islamistes pour le compte des Occidentaux. Ceci nous interroge sérieusement. Comment croire en sa sincérité désormais? Mais une chose est certaine, il a signé un contrat pour vendre des minerais qu'il ne possède pas. Ce qui signifie qu'il va fatalement les piller chez son voisin. Mais si le Rwanda et l'Ouganda éprouvent autant de facilité à s'approprier les minerais du Congo, ce n'est pas que la faute des autres. Le mal à l'intérieur du pays est profond. On se demande par moments s'il est responsable, si les nombreux citoyens congolais, pour utiliser l'expression que préférait l'ancien président fondateur Mobutu, aiment vraiment leur pays. Les nations étrangères qui déstabilisent la RDC s'appuient toujours sur les nationaux pour le faire.
en raison de leur cupidité, de leur haine fratricide, mais également de leur soif du pouvoir. C'est toujours sur eux que l'on s'appuie pour déstabiliser leur pays et le couper en petits morceaux. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Watoto wa Goma, munataka tuishie hapa? Munataka twende wapi? Bis repetita. On a l'impression d'entendre Laurent Désiré Kabila qui prenait la même ville en 1996 à la tête de la très hétéroclite AFDEL, qui, sur un malentendu, l'a conduit jusqu'à Kinshasa. C'était encore une armée entièrement constituée par Kigali et Kampala. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. J'ai vu un homme qui était en sandales, un vieux, mais qui semblait boiter, avec une tête rasée. Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Quelque temps après avoir pris le pouvoir, il va découvrir le prix de la compromission avec l'allié rwandais. Goma est occupé, Bukavu par le rebelle. Il n'y a pas de rebelle. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir. Ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones, on les accepterait facilement. Mais ils y viennent en conquérant. Quelque temps après, il va payer cette alliance de sa vie. Il est assassiné dans son bureau. Et des alliances de cet ordre sont légion dans ce vaste ensemble qu'est la RDC. Jean-Pierre Bemba lui vend en son temps s'allier à l'Ouganda au sein du MLC, qui va d'ailleurs donner lieu à une bataille épique contre les Rwandais sur le sol congolais. Autre exemple de cette alliance avec des étrangers pour déstabiliser leur propre pays, Alexis També Mwamba, qui va diriger le RCD Goma, encore soutenu et armé par le Rwanda. Wamba Diawamba, soutenu en son temps par le Rwanda puis l'Ouganda. La liste est longue et remonte loin dans le temps. Souvenez-vous des gendarmes katangais, soutenus par l'Angola. C'est presque une constante dans le paysage politique congolais qui est essentiellement composé d'anciens rebelles ayant travaillé avec le Rwanda, l'Ouganda ou l'Angola. Et malgré les déconvenus, il ne semble pas en tirer les leçons. Le président Félix Tshisekedi fait plutôt figure d'exception dans ce paysage puisqu'il est assurément l'un des rares à n'avoir pas été dans une rébellion et en contact, en deal avec le Rwanda. Avec lui, ils sont plutôt minoritaires. Les Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo, les principaux leaders qui ne se sont pas compromis avec le Rwanda ou l'Ouganda sont ceux-là. C'est donc très souvent avec la complicité des Congolais que la RDC est déstabilisée. Thomas Lubanga, qui lui fonctionnait avec son UPC financé par le Rwanda, vient de rejoindre l'AFC de Corneille Nangaa, qui tient Goma avec son groupe Zaïre. Bref, tout se passe toujours avec la complicité active des Congolais qui agissent contre leur pays. Ce qui fait toujours dire au président Paul Kagame qu'il s'agit de Congolais qui se battent entre eux. M23 are not Rwandans. These are Congolese. Ce qui n'est pas tout à fait vrai puisqu'ils sont toujours sous commandement des soldats et officiers rwandais sur le terrain. We have Rwandan communities in Congo who are Congolese. And by the way, these are not just Tutsis. It is the same social structure of a country that is also there in Congo. Like, in fact, we have other neighboring countries where they are, but they are citizens of those countries. Un argument très souvent martelé qui masque quand même un peu mal le but réel de la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Autre responsabilité des Congolais, la corruption endémique notamment au sein de l'armée. S'il est avéré que le pouvoir de Kinshasa a au cours des 3 dernières années dépensé des sommes folles pour équiper son armée et améliorer la condition des soldats, il est évident que cet argent n'a pas servi à cela. On parle de plus de 2 milliards de dollars. Lorsque l'on regarde l'état de cette armée et les conditions dans lesquelles les troupes vivent et combattent, il est évident que cet argent n'est pas arrivé sur le terrain.
Cela saute aux yeux que la corruption dans les chaînes de commandement a distrait cet argent. Avec un peu de volonté, de sérieux, cette armée aurait été capable de défendre l'intégrité du territoire. C'est d'ailleurs pourquoi, après cette débâcle qui a sérieusement affecté les Congolais, après cette grosse humiliation, les populations attendent impatiemment les résultats des enquêtes diligentées par le président Félix Tshisekedi pour savoir comment des sommes colossales ont réellement été dépensées. Il est évident que le commandant en chef doit également s'interroger sur sa part de responsabilité dans cette débâcle. Certes, il manifeste une réelle volonté d'en finir avec cette instabilité dans l'Est, mais le résultat ne semble pas lui donner raison. Un chef est toujours comptable des résultats de son équipe. Il doit assumer les victoires comme les échecs. L'impunité dont bénéficient quelques prévaricateurs, la corruption endémique de certains responsables de l'armée, la valse de quelques collaborateurs, le choix de l'entourage devrait peut-être être interrogé de sa part pour faciliter le dialogue avec toutes les parties. Devant une telle déculottée et l'avancée du M23 soutenue par le Rwanda sur le terrain de l'Est, le chef doit s'interroger urgemment pour savoir ce qui ne marche pas dans son dispositif. Si l'adversaire continue d'avancer sans grande difficulté, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa stratégie. Et c'est du rôle du commandant en chef de prendre ses responsabilités pour nettoyer les écuries d'Ojas. Et chose évidente, le paysage politico-militaire congolais est entièrement à revoir. Tout au long de notre histoire de ces dernières années, des erreurs ont été commises. De croire qu'on pouvait intégrer dans une force armée des groupes de malfaiteurs, des groupes de bandits qui n'ont aucun patriotisme et penser qu'on peut les changer par le simple fait de l'intégration. Non, l'armée doit devenir un corps d'élite. L'armée doit devenir un creuset du patriotisme. Le modèle du dialogue intercongolais de Sun City, qui devait ramener la paix, a plutôt contribué à réunir et absoudre tous les rebelles qui ont trahi et ensanglanté le pays au fil des années. Il a permis de les reverser de façon chaotique dans l'armée, la police et autres corps de l'État. Un mélange hétéroclite qui n'est pas vraiment propice pour la création d'un ensemble homogène. Chacun continue d'être manipulé par son maître d'hier. Mais pour entrer dans l'armée congolaise dorénavant, je pense qu'il va falloir remplir certaines conditions morales. Et les gens du M23 ne sont pas éligibles dans l'armée. À la vérité, la corruption ambiante contribue à fragiliser ce pays et ne permet pas pour l'instant de créer un cadre propice à l'éclosion d'une armée forte, capable de défendre efficacement le territoire. Ce qui s'est soldé par le recrutement dans des conditions troubles de pseudo-mercenaires que l'on a vu en débandade devant le M23. Une situation ubuesque lorsque l'on sait les montants mis pour les recruter. Ils ont été cueillis comme des fruits mûrs à l'arrivée du M23 à Goma. Absolument pathétique. On saura, je vous le promets, combien ils ont coûté aux contribuables congolais. C'est pieds nickelés. Une chose est certaine, la corruption est tellement ancrée que certains Congolais, et pas des moindres, ont plutôt intérêt à ce que le chaos persiste. Surtout au sein des officiers véreux qui sont de grands propriétaires des mines ou qui travaillent pour des Chinois qui sont les vrais maîtres dans le Kivu. Derrière chaque Chinois, chaque Libanais, bref, chaque minier qui se cache dans l'artisanat, il y a un député, un ministre, un officier de l'armée ou un politique. C'est vrai que lorsque nous avons été sur le terrain à l'Est pour le documentaire que nous tournions consacré aux mines du Congo, à chaque fois que nous rentrions dans une concession, dans une mine, le Chinois, le Libanais et tous les autres aventuriers qui se retrouvent en RDC, qui ont contourné toutes les règles pour s'approprier des mines, se dépêchaient d'appeler leur ponte, leur protecteur à Kinshasa. Certains n'hésitaient d'ailleurs pas à nous menacer en nous rappelant qu'ils ont des soutiens importants dans la capitale. Des personnes tout en haut qui vont nous écraser. Pendant ce tournage, nous avons eu plus maille à partir avec les grands pontes du régime, les notables locaux, qu'avec les étrangers. Les plus gros risques encourus étaient avec les Congolais. Dans chacune des mines qui appartenaient aux Chinois et aux étrangers, nous avons rencontré des militaires qui les gardaient, des FARDC. On dit d'ailleurs au Congo que chaque député ou chaque homme politique a son Chinois. Parfois je me demande si ce n'est pas chaque Chinois qui a son politique ou son général. Figurez-vous que certaines mines chinoises qui avaient été fermées par l'autorité du Sud Kivu après notre dénonciation ont été réouvertes sous la pression des autorités de Kinshasa. Au mépris de toute règle, ils n'ont rien à craindre du jeune gouverneur du Sud Kivu qui, malgré sa bonne volonté, semble avoir les mains liées. Ils peuvent polluer sans gêne et vendre leur or sans tracas. Et eux le vendent très souvent via le Rwanda ou directement en Chine.
L'urgence pour les Congolais, que je ne vois pas se manifester pour l'instant en tout cas, est de taire leurs différends, leurs guéguerres de clochers, leur sempiternelle lutte pour le pouvoir, pour se souder derrière le plus important, l'intégrité de leur pays. C'est le moment pour la jeunesse et les cadres de s'unir pour une fois en dehors du partage du pouvoir, en dehors des politiques qui ont montré leurs limites afin de repenser leur modèle. Tant qu'ils ne feront pas de l'intégrité de leur territoire la priorité, ils seront toujours l'espace de conquête des autres. C'est le prix de la survie de ce vaste territoire pourtant largement doté par la mère nature. À vous jeunes de les contraindre à s'asseoir pour l'intérêt du pays. Le constat est accablant. Le Rwanda et l'Ouganda ne se contentent pas d'exploiter les ressources du Congo, ils ont bâti toute une économie sur l'instabilité de leurs voisins. Tant que cette guerre leur rapportera des milliards, elle ne s'arrêtera pas. Mais ce conflit n'existe pas en vase clos. Il est facilité par la corruption interne en RDC, par l'inaction de la communauté internationale et par des intérêts économiques qui dépassent largement le continent africain. Chaque smartphone, chaque voiture électrique, chaque technologie moderne dépend de minerais extraits du sol congolais au prix du sang et des larmes. Alors, combien de temps encore ce scandale va-t-il durer? L'Afrique doit-elle accepter d'être pillée sans réagir? À travers cette chronique, Alain Foka pose une question essentielle. Que faut-il pour que le monde ouvre enfin les yeux sur ce drame humanitaire? Si vous pensez qu'il est temps d'agir, partagez cette vidéo et donnez votre avis en commentaire. Car l'avenir du Congo, et plus largement de l'Afrique, ne peut pas être décidé ailleurs, sans les Africains.